Réhabilitation du patrimoine malien de grandes figures nationales honorées à Koulouba à travers des places publiques Mali Kelemassao et Mali Tchebao. Ce monument, inauguré par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, réécrivent l'histoire du Mali. La 4e édition des Journées du Poisson du Mali est lancée au Palais de la Culture par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le thème retenu est « Valorisation de la production piscicole comme stratégie d'amélioration des moyens de subsistance et de renforcement de la résilience communautaire face aux impacts du changement climatique ». L'AES vers une indépendance économique et financière, ça y est, la Banque confédérale d'investissement et de développement a été portée sur les fonds baptismaux aujourd'hui ici à Bamako. C'est là à travers la signature de la création de cette banque par les ministres des Finances des 3 États de la Confédération. Et le sélectionneur des aigles du Mali, Tom Saint-Fit, est avec nous ce soir pour la proclamation de la liste des joueurs retenus pour la CAN 2025. La fumée blanche pour les footballeurs maliens, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h avec nous sur ce plateau. Monsieur le sélectionneur, bonsoir. Bonsoir. Alors, on sera avec vous d'un moment à l'autre et dans un instant, en attendant la page AIS. Le chemin vers une intégration économique s'éclaircit davantage. Les ministres de l'économie et des finances ont statué sur l'opérationnalisation de la Banque confédérale. À l'issue des travaux, ils ont été reçus en audience à Koulouba. Avec le chef de l'État, ils ont échangé sur les conclusions de la rencontre et la dernière ligne à franchir pour lancer la BCID AES. Nyanya Aliou Traoré et Tchadje Kamara. La souveraineté économique des pays de l'AES est désormais à portée de main. La Banque confédérale d'investissement et de développement, BCID AES, en phase d'opérationnalisation, va redéfinir les lignes des pays de l'AES dans cette démarche. Grosso modo, c'est ce que les ministres AES de l'économie et des finances sont venus réitérer au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, juste après la clôture de leurs travaux sur les documents de lancement de la BCID AES. L'audience nous a permis d'avoir les orientations claires de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, sur ce qu'il a comme vision, bien sûr aussi ce que ses pairs ont comme vision de cette banque, qui doit être une banque de développement au service de la souveraineté économique de nos États. Donc les conseils et les orientations qui nous ont été données nous permettront d'accélérer donc l'opérationnalisation effective de la banque, parce que la banque est créée. Il faut tout de suite qu'on procède donc à la nomination de ses dirigeants et que les travaux puissent commencer. Naturellement, il y a un conseil de gouverneurs qui est là, c'est composé donc des ministres des Finances des 3 États. Ce conseil de gouverneurs va assumer donc la fonction de supervision au plus haut niveau et rendre compte au chef d'État et faire en sorte que la banque puisse répondre aux attentes de nos populations. Grâce à cette banque, nous allons pouvoir réaliser des projets structurants dans le domaine des infrastructures routières, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'énergie. Il faut que ce soit des projets impactants, des projets qui profitent aux populations et des projets qui nous permettent de toujours rester sur la ligne de la souveraineté qui est tracée par nos 3 chefs d'État. La devise de l'AES, c'est un espace, un peuple, un destin. Elle sera encore plus matérialisée à travers la BCID AES. L'institution financière aura pour mission principale de mobiliser des ressources adaptées aux réalités de nos 3 pays pour financer des projets d'envergure structurants. La BCID AES a un capital social qui est défini donc par le Conseil des gouverneurs et déjà une partie de ce capital social a été libérée par les 3 États. Nous avons prévu que le prélèvement confédéral qui va être fait donc, dans les 3 États va contribuer également au financement de cette banque. Il sera essentiellement question de financer des projets des États, mais également si les États identifient des projets structurants portés par des entreprises et que ces États proposent ces projets en financement, la banque peut effectivement examiner la possibilité de financer ces projets. C'est lors de la 2e session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, prévue les 22 et 23 prochains ici à Bamako, que la BCID AES sera officiellement lancée.
Oui, Nyanya, la Banque confédérale d'investissement et de développement est portée sur les fonds baptismaux. Aujourd'hui à Bamako, et les ministres des Finances des 3 États de la Confédération ont consacré à travers leur signature la création de cette banque qui va booster le développement dans nos pays. Banque souveraine, elle sera plus flexible et plus adaptée aux besoins de financement de nos projets structurants. Instrument important du pilier économique de l'AES, la BCID AES incarne une vision souveraine de l'indépendance économique et financière de l'AES. Plus de détails sur cette cérémonie avec Alousseni Touri. L'Assemblée générale constitutive de la Banque confédérale d'investissement et de développement a réuni ici à Bamako les ministres maliens, burkinabés et nigériens en charge de l'économie et des finances. En procédant à la signature des documents, ils concrétisent la volonté des 3 chefs d'État de la Confédération de bâtir un espace structuré, harmonieux et surtout tourné vers le développement endogène. La création d'une banque de développement est un acte qui doit nous permettre de passer à un autre niveau sur les questions de développement de notre confédération, parce que c'est une question de stabilité financière, c'est une question de développement économique et de financement de projets structurants. Donc aujourd'hui, nous devons considérer que nous rentrons donc dans l'histoire avec la création de cette banque et nous devons faire en sorte que la banque puisse remplir toutes ses promesses qui consistent à financer des projets intégrateurs pour notre confédération et surtout à booster le développement de notre confédération. La BCID va permettre à nos États d'accéder à la croissance et à la prospérité. Elle sera un instrument de relance économique au profit de nos États en crise. La tenue de la présente rencontre marque un jalon historique dans notre marche collective et symbolise la volonté de nos États de renforcer la coopération économique et financière. La création de la BCID AES permet de doter notre confédération d'un instrument financier souverain capable de soutenir nos ambitions de croissance, de stabilité et de prospérité au plan régional. Messieurs les ministres, gouverneurs de la BCID AES, la BCID AES incarne la vision d'un espace prospère à travers un développement endogène où les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, l'industrie et l'innovation technologique deviennent les catalyseurs d'un développement humain durable. En effet, dans un contexte de crise multidimensionnelle, insécurité, changement climatique, relance économique, les réponses doivent être ambitieuses, structurées et coordonnées. La BCID AES ambitionne d'y répondre tout en restant complémentaire du système bancaire actuel qu'elle renforce en termes de financement long. Les États membres de la Confédération sont convaincus d'une chose: mutualiser les ressources, les moyens et les stratégies permettra à l'espace AES de se doter des infrastructures nécessaires à son développement. En mutualisant nos ressources, nos expertises et nos garanties, nous augmentons notre capacité à emprunter et à des conditions favorables sur les marchés internationaux. Nous réduisons les coûts de financement pour nos États et nos entreprises. Nous créons ainsi un cercle vertueux d'investissement et de croissance partagée. Cette initiative s'inscrit dans une vision géopolitique renouvelée. Elle affirme notre volonté de devenir des acteurs et non plus des spectateurs, des grands équilibres économiques mondiaux. Elle démontre que notre région est capable d'innover institutionnellement et de solidarité concrète. Outil stratégique de souveraineté, de solidarité et de développement, la Banque confédérale d'investissement et de développement prend désormais son envol pour une plus grande inclusion financière et de développement. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé hier à Ouagadougou à la remise de matériel à Faso Mebo et au génie militaire. Ce nouveau lot d'équipement vient renforcer le parc d'engins lourds de l'initiative présidentielle Faso Mebo et du génie militaire. Marcel Thau nous présente davantage ces équipements. Dans la mise en œuvre de l'initiative présidentielle Faso Mebo, le chef de l'État ordonne l'accélération des travaux de bitumage. Il soutient sa volonté à travers la remise d'un important lot de matériel.
plus de 200 engins composés entre autres de bulldozers, de chargeurs, de foreuses, de camions-citernes, de niveleuses et autres compacteurs. Le président du Faso, accompagné d'une délégation gouvernementale, inspecte l'ensemble de la logistique acquise pour aller très vite dans les travaux. Du matériel haut de gamme pour renforcer les capacités opérationnelles de Faso-Mebo. Après inspection, l'ensemble de cette logistique est officiellement remis à l'initiative et au génie militaire par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Une fois de plus, par le peuple, je vous remets ces engins. Ça va permettre de bitumer les rues que vous avez déjà commencé en voie rouge. Et l'autre lot qui participe au terrassement, avec donc le génie, vous allez voir, tant sur vos chantiers que aussi sur les chantiers de nos forces de défense. Donc pour aller très vite dans le terrassement, la réalisation d'infrastructures au profit de nos forces et de nos populations. Donc faites-en bon usage et nous serons là donc pour vous accompagner tout au long du séjour du travail de ces engins. Cette remise de matériel vient ainsi consolider l'initiative présidentielle en faveur du développement routier. Elle traduit une fois de plus la volonté du capitaine Ibrahim Traoré d'aller très vite et bien dans la guerre et le développement. D'où l'engagement et l'assurance du coordonnateur national de l'initiative quant à l'utilisation optimale de ce matériel conformément à la révolution progressiste populaire. Au Niger, à l'issue de la réunion des ministres des Mines, de l'Énergie et du Pétrole des pays membres de l'AES, la délégation des ministres de tutelle de l'espace AES ainsi que ceux du Togo et du Tchad se sont entretenus en début de soirée avec le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances. À cette occasion, Ali Mohamed Lamine Zeine a salué la délégation ministérielle pour la qualité des conclusions de la réunion. Compte rendu Gérard Abdoulaziz et Amidou Abdoulaye. C'est en marge de leur réunion de Niamey de ce mercredi que les ministres en charge des mines, de l'énergie et du pétrole de l'espace AES et ceux du Tchad et du Togo ont été reçus par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zeine. Leur délégation est conduite par le ministre malien de l'énergie et de l'eau. Ça a été une très bonne réunion. Le Premier ministre aussi nous a reçus tout de suite encore pour nous féliciter de la conclusion issue de ces travaux. Cela est une note de satisfaction à l'égard de tous ceux qui ont participé à cela, y compris les experts qui ont travaillé 3 jours durant pour produire des documents de qualité qui nous ont permis, nous ministres, d'approuver et d'apposer notre chantier au Barissa. L'indépendance énergétique, la souveraineté minière et pétrolière était au cœur de la rencontre des ministres des Mines, de l'Énergie et du Pétrole de l'espace AES, élargi à ceux du Tchad et du Togo, pays amis. Et le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances du Niger, Ali Mohamed Lamine Zeine, a quitté Bamako cet après-midi pour Niamey au Niger. En sa qualité de ministre de l'Économie et des Finances, il était venu prendre part à la rencontre des ministres des Finances de la Confédération des États du Sahel, AES, relative à la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID AES. À son départ à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako Sénou, il a été salué par son homologue malien, le général de division Abdoulaye Maïga. On notait également la présence de plusieurs membres du gouvernement. Voilà, c'était cet après-midi à l'aéroport Bamako Sénou. Le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malik Diaw, est arrivé tôt ce jeudi matin
Au Maroc, il a été accueilli à l'aéroport international de Casablanca par la vice-présidente de la Chambre des représentants du Maroc et l'ambassade du Mali au Maroc, Fafré et Camara. Après le cérémonial d'accueil, le président du CNT a rallié Rabat où il participera demain vendredi à la 3e conférence des présidents et chefs de parlement africains COSPAL, conférence qui se tient autour du thème le leadership législatif et diplomatie parlementaire dans un ordre mondial en mutation. Créée en 2020, la COSPAL est une plateforme unique visant à renforcer la collaboration entre les présidents des parlements et d'assemblées nationales du continent pour faire face aux défis communs. Elle ambitionne de promouvoir une bonne gouvernance harmonisée en Afrique. Je le disais, le Premier ministre, chef du gouvernement, a au nom du chef de l'État présidé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture de la 4e édition des Journées du Poisson au Palais de la Culture Amadou Ampateba. L'édition 2025 des Journées du Poisson a pour thème valorisation de la production piscicole comme stratégie d'amélioration des moyens de subsistance et de renforcement de la résilience communautaire face aux impacts du changement climatique. Selon le Premier ministre, les sous-secteurs de la pêche représentent près de 4% du PIB et la volonté du gouvernement est d'accroître ce pourcentage dans l'économie nationale. Reportage Mamari Kone et Ali Outouri. Initié pour donner une grande visibilité et une lisibilité au sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture, à travers le produit poisson, les Journées du Poisson ouvrent leurs portes pour la 4e année consécutive. Elles visent à contribuer à une plus grande valorisation des ressources internes afin qu'elles soient compétitives. La session du Conseil supérieur de l'agriculture de mai 2025 a donné un avis favorable à l'institutionnalisation des Journées du Poisson. Elles sont un espace d'échange, de rencontres, de sensibilisation et d'information sur la pêche et l'aquaculture. C'est également une tribune de communication et de promotion pour les différents acteurs qui contribuent au rayonnement et au développement de la pêche et de l'aquaculture. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a aussi rappelé les actions réalisées par son département, parmi lesquelles la mise en œuvre de la politique du sous-secteur pêche et aquaculture. L'édition 2025 des Journées du Poisson, placée sous le très haut patronat du chef de l'État, a pour thème valorisation de la production piscicole comme stratégie d'amélioration des moyens de subsistance et de renforcement de la résilience communautaire face aux impacts du changement climatique. La transformation du secteur de la pêche et de la pisciculture comme moteur de croissance constitue un objectif pour le gouvernement de transition sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Donc nous saluons l'organisation de ces journées dédiées aux poissons. Au nom du chef de l'État, je voudrais remercier et féliciter les organisateurs et le ministère de l'Élevage et de la Pêche pour son implication. C'est également l'occasion de saluer chaleureusement les pêcheurs, les pisciculteurs et tous les acteurs de la filière de pêche dans notre pays. Et j'associe à ces remerciements bien entendu les partenaires, je pense à la Banque mondiale et les différentes organisations non gouvernementales et associations intervenant dans ce secteur. Nous notons également que l'organisation de ces journées dédiées aux poissons constitue une occasion propice pour l'ensemble des acteurs d'échanger, d'analyser les défis, les opportunités et de déterminer les perspectives. Ceci est d'autant plus important que nous avons constaté que l'un des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est la préservation de l'écosystème. Selon le chef du gouvernement, le sous-secteur pêche est capable de contribuer de façon notable à la réduction aussi bien du déficit nutritionnel que de la pauvreté au Mali à travers la création d'emplois. Nous sommes un pays producteur de poissons et la filière de la pêche représente à peu près 4% du produit intérieur brut. Notre volonté est d'accroître ce pourcentage dans notre économie nationale, mais ceci nécessite vraiment une mobilisation générale et une implication plus forte des investisseurs dans ce secteur. L'accompagnement des partenaires, je voudrais encore une fois lancer un appel dans ce sens au nom du chef de l'État. C'est d'autant plus important que cet engagement nous permettra, j'en suis sûr, de réduire le chômage dans notre pays grâce à la production d'emplois
Également de renforcer davantage la sécurité alimentaire car nous en avons ces besoins. La visite des stands a permis au Premier ministre chef du gouvernement d'apprécier le travail des acteurs du sous-secteur pêche et aquaculture et du projet de restauration des terres dégradées Mali. Ces journées qui se tiendront du 11 au 13 décembre au Palais de la Culture se veulent surtout un cadre de réflexion des enjeux et les défis du secteur qui occupe une place importante dans la sécurité alimentaire de notre pays. Une édition mise à profit par les acteurs de la filière pour capitaliser les résultats engagés. Boubacar Bablentouré pour plus de précisions. Pour la 4e fois consécutive, les acteurs de l'interprofession filière poisson, en collaboration avec le ministère de l'Élevage et de la Pêche, respectent une tradition, celle de la tenue des journées du poisson du Mali. Un rendez-vous annuel qui vise la promotion et la valorisation de la filière qui occupe de nos jours une place de choix dans la sécurité alimentaire de notre pays. D'où le thème « Valorisation de la production piscicole comme stratégie d'amélioration des moyens de subsistance et de renforcement de la résilience communautaire face aux impacts du changement climatique ». Initiée en 2022, après 3 éditions de ces journées dédiées aux poissons, l'heure est au bilan. La mise en place d'unités de production d'alevins et d'aliments poissons. L'installation d'une banque de génitaires afin d'approvisionner les différentes écloseries sur toute l'étendue du territoire national. L'installation d'équipements modernes pour la conservation, la transformation et la commercialisation du poisson. La structuration renforcée des organisations professionnelles consacrée par la reconnaissance interministérielle, notre interprofession véritable tournant institutionnel. Derrière ce tableau reluisant, le secteur reste confronté à un certain nombre de difficultés. Le coût élevé de l'aliment, les difficultés d'accès au financement, le manque d'infrastructures, de conservation, de pression croissante sur les ressources naturelles. Nous remercions le gouvernement pour toutes les mesures enregistrées prises contre l'utilisation des dragues dans nos cours d'eau. Pour faire face à ces difficultés ainsi citées, la filière peut compter sur l'État et ses partenaires. Parmi ses partenaires, la Banque mondiale qui, à travers le projet de restauration des terres dégradées PRDT, porté par le département en charge de l'environnement, a financé plus de 300 acteurs du secteur. Dans ces activités, le PRTD a lancé un appel à candidature pour sélectionner des plans d'affaires à financer. À l'issue de la sélection, environ 390 plans d'affaires ont été retenus, représentant environ près de 9 milliards de francs CFA d'investissement. Ces plans d'affaires ciblent les maillons clés de la filière et constituent aujourd'hui un levier essentiel pour renforcer la compétitivité, créer des emplois et moderniser durablement le secteur. Comme fait marquant de cette première journée du poisson, la remise par le commissariat à la sécurité alimentaire au département en charge de la pêche 200 tonnes d'aliments poissons. La visite des stands et les étangs piscicoles par le Premier ministre avec à ses côtés plusieurs membres du gouvernement, des diplomates accrédités et autres personnalités. Je vous l'annonçais au sommaire, les places de Mali Kelemassa et Mali Tcheba viennent d'être inaugurées à Koulouba. C'est un tournant hautement symbolique. Les socles et les gravures qui, depuis des décennies, rendaient hommage aux explorateurs et administrateurs coloniaux français ont cédé la place à des figures profondément ancrées dans la mémoire collective du Mali. En inaugurant ces nouveaux monuments, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a officiellement ouvert une nouvelle page de notre histoire nationale, une page qui réaffirme notre souveraineté, réhabilite notre patrimoine et réinstalle au cœur de l'État ceux qui ont façonné l'âme malienne. Le Premier ministre du Niger et le ministre en charge de l'économie et des finances ont pris part à ces inaugurations, un moment solennel chargé d'émotions et d'identité retrouvées que nos équipes ont suivi depuis le palais de Koulouba. De Koulouba, nous retrouvons Garibou Pérou, Abdoul Salam Bamara et Tchadja Kamara.
C'est un vent nouveau qui souffle au palais de Koulouba. Mali Tchèbao, Mali Kelemassao, deux places inaugurées, une même histoire. Les monuments dédiés jadis aux explorateurs et aux administrateurs coloniaux ont disparu du paysage. Jugés encombrants, éloignés de l'âme nationale, ils ont cédé la place à des figures qui racontent véritablement le Mali, toujours fidèle à son histoire. Excellence, Monsieur le Président, distingués invités, par le décret 2025 0117 PTRM du 21 février 2025 portant dénomination de place publique dans le district de Bamako, la place des explorateurs et la place des gouverneurs du Soudan français ont reçu respectivement les dénominations suivantes. La place de Mali Tchèbao, grand homme du Mali, à Koulouba désormais. La place de Mali Kelemassao à Koulouba. Les bus coloniaux ont été remplacés par ceux de nos grandes figures nationales. Ce changement s'inscrit dans la continuité des actions entreprises par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, afin de réhabiliter et valoriser les hommes et femmes qui, par leur haut fait, ont contribué à la grandeur de notre peuple. Désormais, ces lieux de mémoire sont gardés par des silhouettes qui semblent surgir des siècles. Souniata Keïta, Soni Alibert, Maman Tenga, Babemba Traoré, Firoun et bien d'autres encore. Des guerriers légendaires, mais aussi des figures militaires et politiques comme Modibo Keïta, le père de l'indépendance, plus proche de nous, forment un cortège solennel. Ensemble, ils rappellent la bravoure, la dignité et la résistance d'un peuple qui n'a jamais cessé de défendre sa terre. Cette journée me rappelle les paroles d'une des chansons de Banzoumana, Sissoko, le vieux lion. Maliba Kera Antaï, qui signifie le Grand Mali est devenu nôtre. Oui, Excellence, Monsieur le Président, aujourd'hui plus que jamais, nous pouvons fièrement entonner ce refrain, car le Grand Mali est devenu nôtre, grâce à votre leadership éclairé, aux efforts inlassables des autorités de la transition, à la détermination et à la résilience du peuple malien, au courage des forces armées maliennes qui, au prix de leur vie, défendent quotidiennement l'intégrité territoriale. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage aux Fama, ces grands hommes du Mali. Inaugurer la place de Mali Tchèbao, la place des grands hommes du Mali, est beaucoup plus qu'un geste symbolique. C'est un acte de mémoire, c'est un acte de justice, c'est un acte de souveraineté. C'est tout le sens de votre combat que vous nous instruisez avec le chef de gouvernement tous les jours. Là où se dressaient autrefois des bus d'explorateurs, d'administrateurs et d'officiers coloniaux, des figures étrangères sans racines dans la conscience populaire, se tiennent désormais les visages de ceux qui ont sculpté notre destin. Parmi eux, Modibo Keïta, le père de l'indépendance, dont la dignité continue d'inspirer les générations entières. Panthéon à ciel ouvert et réalisé dans des matériaux robustes pensés pour résister aux intempéries comme à l'usure des années, ces œuvres monumentales veulent traverser l'histoire avec la même force que les ancêtres qu'elles incarnent. Les visiteurs, notamment les hommes de culture, observent avec passion les postures, les gestes, la symbolique de chaque statue. Pour eux, sculpter ces héros, c'est raviver une mémoire parfois endormie mais jamais effacée. Ils sont immortalisés. Nous l'avons fait par nos chansons. Et aussi, ça a été configuré par les images et ensuite par les statues. Et ça nous suffit. Dieu merci et merci au président Assimi Goïta et à son gouvernement. Les autorités n'ont fait que leur devoir. Il restait seulement à nous de faire notre devoir en tant qu'artistes et en tant qu'hommes de culture. L'année 2025 a été décrétée année de la culture. Du jamais vu, c'est l'inédit, ça n'a jamais été fait au Mali, c'est une première. Ça veut grandir. Dans le monde entier, tout le monde va parler de ça. Que tu sois malien, africain, européen, asiatique ou américain, tout le monde viendra voir l'œuvre. Quelle année ça a été fait? L'année de la culture, ça nous suffit. C'est un honneur d'être invité à cette cérémonie
parce que cette cérémonie est le symbole du retour du Mali au Mali, du retour du Malien à lui-même. Ça nous enracine davantage. Un arbre sans racine ne tient pas debout. Wallahi asimi goita namu arime chedu amba ubarikada namu no de fo namu arime malite klonge fenye ayesite klonge fenye mami mana klonge awa arimela namike kunji su ambike dafarasu alana ko baade nya besigidia sinyiya besigidia wasanga nyogonda unga asimina yere wulude iyambonya kanladia masaka ikafoli ye ikabonya ijanye koteza asimu janye koteza En remplaçant les anciens monuments, le président Goïta accomplit plus qu'un simple réaménagement. Il affirme un acte de souveraineté, une renaissance assumée. Il rappelle que l'histoire du Mali n'a plus vocation à s'écrire sous la plume de l'étranger, mais par la vocation de son peuple. C'est une page nouvelle qui s'ouvre à Koulouba sous le regard protecteur de nos géants retrouvés. Et depuis un certain temps, notre pays, le Mali, fait face à une cabale médiatique sans précédent de la part des médias étrangers. Cette situation crée la psychose et l'amalgame. C'est pourquoi un panel de haut niveau se tient à Bamako avec les acteurs de la presse publique et privée. La rencontre est une initiative conjointe du Centre d'information gouvernementale du Mali, Sigma, de la DIRPA et de la Maison de la Presse. Reportage Inaba et Adama Traori. Cette initiative conjointe menée par le Centre d'information gouvernementale du Mali, la DIRPA et la Maison de la Presse vise à renforcer les capacités des professionnels des médias publics et privés face aux défis de l'heure. Cette journée va permettre de mobiliser ces professionnels pour la diffusion d'informations justes et crédibles sur le Mali. Il s'agit pour nous de travailler davantage sur des éléments de langage, de travailler sur la transparence dans la communication, de travailler sur la rapidité de l'information, de la communication, et tout cela pour faire face à l'ennemi. Nous avons aujourd'hui un ennemi commun qui est le terrorisme, qui aujourd'hui pollue nos plateformes communicationnelles ça et là. Depuis plusieurs mois, le Mali fait face à une cabale médiatique orchestrée par certains médias étrangers. Une cabale qui vise à créer une confusion sociale. Cette campagne est aggravée par la multiplicité des rumeurs et fausses nouvelles, notamment sur les réseaux sociaux. Un message particulier, c'est vraiment d'appeler la population malienne à rester sereine, à rester toujours vigilante, à ne pas céder à la panique. Vous savez, l'objectif du terroriste, c'est de faire peur et qu'on ait plus confiance en nos autorités. Et comme je l'ai dit, la communication gouvernementale aujourd'hui est basée essentiellement sur la transparence et ce gouvernement n'a absolument rien à cacher. Pour le ministre en charge de la communication qui a présidé la rencontre, la désinformation peut être une arme fatale contre une nation. C'est pourquoi le département s'engage à accompagner toute initiative de lutte contre ces phénomènes. Dans ce contexte de crise multiforme, vous n'êtes pas de simples transmetteurs d'informations. Vous êtes des acteurs de sécurité nationale, vous êtes des gardiens du narratif national, vous êtes des protecteurs du moral des populations. Le Mali a besoin d'une presse forte, responsable, vigilante et consciente de son pouvoir. Nous avons besoin de journalistes capables de vérifier, contextualiser, recouper, expliquer et surtout résister aux nombreuses contraintes du communicant au détriment de la vérité. Durant la journée, des panels ont été animés par des directeurs nationaux et des patrons de presse relatifs à la communication institutionnelle en temps de crise, le rôle des médias publics, la place et les défis de la presse privée, entre autres.
UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population et le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population lancent le rapport national sur l'état de la population mondiale SWOP 2025. Le rapport s'intitule « La véritable crise de la fécondité, la quête du libre arbitre en matière de procréation dans un monde en mutation », compte rendu Fadema Keita. Après des enquêtes menées dans plusieurs pays, le rapport SWOP du Fonds des Nations Unies conclut qu'il faut prôner le libre arbitre en matière de procréation. Par ailleurs, selon le même document, des millions de personnes ne parviennent pas à avoir le nombre d'enfants qu'elles souhaitent et ce n'est pas par manque de volonté. Plutôt, c'est parce que des obstacles économiques et sociaux les empêchent de devenir parents et avoir autant d'enfants. Lors des panels, les échanges vont porter sur la véritable crise de la fécondité, crise qui réside dans la remise en cause du choix procréatif le plus fondamental. Nous avons la croissance démographique rapide à laquelle vraiment il faut trouver des solutions. Il s'agira d'élaborer, n'est-ce pas, des stratégies, trouver des solutions idoines à l'essentiel des problèmes que les populations rencontrent dans leur vécu quotidien. La cérémonie aujourd'hui se veut un plateau d'échange entre des acteurs du milieu universitaire et d'autres spécialistes des questions de population et développement, mais aussi de santé de la reproduction et des violences basées sur les genres, en vue de créer ensemble les conditions nécessaires pour que les personnes qui aspirent à connaître les joies et les satisfactions de la parentalité puissent avoir le nombre d'enfants qu'elles désirent. La véritable crise de la fécondité, la quête du libre arbitre en matière de la procréation dans un monde en mutation, rapport de référence incontournable, condamne toute forme de violence et invite les autorités à garantir l'accès à la santé reproductive, à l'éducation, à l'égalité des chances et autres. Le libre arbitre en matière de procréation ne se réduit pas seulement à l'absence de contraintes ou à un meilleur accès aux services. Il nécessite une série de conditions qui permettent à chacun et chacune d'exercer ses droits procréatifs et d'avoir réellement le choix, à commencer par l'égalité des genres, la stabilité économique, des soins de santé dignes, de ce nom et la confiance en l'avenir. Je voudrais en ce moment solennel lancer un appel à la mobilisation collective aux décideurs politiques pour qu'ils s'appuient sur les données du SWOP afin d'orienter les stratégies, aux chercheurs universitaires pour qu'ils approfondissent l'analyse et proposent des solutions innovantes, aux leaders communautaires et religieux pour qu'ils accompagnent les changements sociaux dans un esprit de solidarité et de responsabilité, enfin aux jeunes qui représentent l'avenir de notre nation pour qu'ils s'engagent activement dans la construction d'un Mali prospère et équitable. Ce lancement est considéré comme le point de départ d'un engagement renouvelé pour que la population mondiale et celle de notre pays soient au cœur de nos politiques, nos projets et nos attentes. Volontariat, levier de résilience nationale, la jeunesse malienne au cœur de la construction de l'État. C'est le thème national de la Journée internationale des volontaires. Cette édition 2025 marque également le lancement officiel de l'année internationale des volontaires au service du développement durable proclamé par les Nations Unies. Compte rendu, Adam Maïga. Toujours à pied d'œuvre, de jour comme de nuit, ils laissent leurs traces partout où ils passent. Eux, ce sont les jeunes volontaires, contribuant sur tous les plans, de façon directe ou indirecte, au développement du pays. Le volontariat fait partie aujourd'hui, pour nous, de ce mécanisme qui peut énormément aider dans la trajectoire du pays. Aujourd'hui, ce que nous vous demandons, c'est d'appuyer le pays. Aujourd'hui, le pays a besoin de chacun de nous, de chacun de vous, surtout de vous les volontaires. Parce que nous avons besoin de votre force, de votre expertise. L'année 2026 est décrétée comme l'année des volontaires par l'Organisation des Nations Unies et je suis très enchantée parce que cela va nous permettre d'étendre encore plus nos activités sur le territoire national et au-delà des services publics, on va aller même sur les terrains pour être des appuis au niveau des communautés. En
En retour, la journée du 5 décembre leur a été dédiée pour reconnaître leurs efforts, parfois méconnus par le public, et aussi valoriser leurs actions volontaires, humanitaires et sociales dans l'ombre. Des millions de personnes s'engagent chaque jour et chaque mois dans des activités volontaires, souvent des formes organisées et structurées, et souvent de manière informelle dans leur communauté. Cette année, le chiffre de la mobilisation à date est de 17 446 volontaires, dont 59,65% de femmes et 34,68% de jeunes. Et je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, au niveau du thème national, on parle de volontariat levier de résilience nationale. La jeunesse malienne au cœur de la reconstruction de l'État. C'est exactement le message du président de la transition. Sa mission est basée sur la jeunesse. Il s'agit de cette jeunesse qui est consciente, qui est engagée, qui est patriote. Cette jeunesse qui est pétrie de valeurs. Le CNPV doit évoluer avec la société. Les textes doivent évoluer. Aujourd'hui, on doit donner plus de visibilité et plus de poids au volontariat. Dans le cadre de cette journée internationale, des activités sont organisées pendant 3 jours, comme la séance de fitness, la sensibilisation sur le code de la route, l'hygiène, l'assainissement et l'engagement citoyen, ainsi qu'une conférence au débat et une session de motivation des jeunes bénévoles. Cohésion sociale, le socle de la stabilité et de la paix pour un monde du travail apaisé et respectueux des droits. C'est le thème du 20e Conseil central de l'UNTM ce matin ici à Bamako. Il s'agit d'évaluer les acquis, les difficultés rencontrées avant de dégager les perspectives sur la base de certaines résolutions. La rencontre était placée sous la présidence du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Tchemoro Konati. À partir de janvier prochain, la valeur indiciaire passe de 400 à 470 francs, ce qui sous-entend une augmentation des salaires qui se fera crescendo en fonction des catégories. Il s'agit d'une amélioration de la grille salariale qui découle de la signature du pacte de stabilité et de croissance économique entre le gouvernement, les organisations syndicales et les patronats. Un acquis salué à l'ouverture de ce 20e Conseil central de l'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali. Cependant, des difficultés demeurent. Des défis sécuritaires persistants qui affectent la vie des travailleurs, les activités économiques et la stabilité sociale. Des pressions économiques fortes liées au changement géopolitique, aux sanctions passées, au ralentissement du commerce et aux difficultés financières de l'État et des entreprises. Des enjeux majeurs de souveraineté, qu'il s'agisse des secteurs stratégiques, de la transformation de nos ressources naturelles ou de la maîtrise de nos politiques publiques. Entre autres difficultés qui nécessitent le renforcement de la cohésion nationale et de la justice sociale. Pour y parvenir, il s'agira de poursuivre la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance économique avec un point d'honneur sur la revue des mécanismes de fixation des salaires. La paix sociale ne peut être obtenue que si les engagements sont respectés, suivis et évalués, notamment l'amélioration du pouvoir d'achat, le traitement équitable des travailleurs du public et du privé, la sécurité sociale universelle, la protection juridique des travailleurs, l'amélioration des infrastructures et services sociaux de base, la lutte contre l'exploitation, les retards de salaire et les abus dans les entreprises et administrations. Pour atténuer les charges sociales, un relèvement du niveau de vie économique s'impose. Pour ce faire, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social annonce la poursuite de la mise en œuvre des procès-verbaux de conciliation. Les objectifs que nous nous sommes fixés ne pourront être atteints que de façon progressive, eu égard à l'état actuel de notre pays. Tous les programmes et politiques en cours sont conçus pour offrir des possibilités d'emploi accrues aux couches les plus défavorisées de notre population en vue de réduire l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale. La mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle améliorera, j'en suis certain, la couverture sociale dans notre pays. Le ministre Koulibaly poursuit en invitant les travailleurs à plus de résilience. Il a rendu hommage aux conducteurs routiers qui assurent l'approvisionnement du pays en carburant au prix du sacrifice ultime. Ce 20e Conseil central de l'UNTM, faut-il le souligner, s'inscrit dans la logique de redevabilité à la base conformément au texte statutaire. À l'issue du Conseil, il est attendu une série de résolutions devant permettre à l'organisation syndicale de dégager les nouvelles orientations.
Ce communiqué du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, conformément aux dispositions du décret numéro 2011-051 PRM du 10 février 2011 fixant les conditions d'emploi du personnel de l'administration relevant du Code du travail, sont ouverts les tests de recrutement des agents contractuels dans la fonction publique d'État au titre de l'année budgétaire 2025. Au total, 926 emplois sont mis en compétition. Ils concernent les catégories D et E et dans les divers emplois précisés dans le communiqué d'ouverture du recrutement. Les dossiers des candidatures sont reçus au Centre national des concours de la fonction publique et auprès des gouverneurs de toutes les régions, tous les jours ouvrables du lundi 15 décembre 2025 au vendredi 26 décembre 2025 à 13h, délai de rigueur. En deuxième région, l'IPR-IFRA de Katibougou a servi de cadre hier aux activités de célébration de la Journée mondiale des sols. Le thème de cette année est « Des sols sains pour les villes saines ». Les travaux étaient co-présidés par les ministres de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le point avec Boubacar Sissoko et Salif Maïga. La célébration de cette deuxième édition de la Journée mondiale des sols vise à consolider les acquis de la première, tenue en 2024. Cette cérémonie est une occasion d'attirer l'attention des décideurs et des partenaires sur les conséquences de la dégradation accrue des sols au Mali. Le thème de cette année est « Des sols sains pour des villes saines ». Mon organisation IFDC, depuis plus de 20 ans au Mali, a fait de la gestion de la fertilité et de la santé des sols son cheval de bataille. IFDC met en œuvre sa mission d'accroître la productivité agricole et de contribuer à la sécurité alimentaire à travers une meilleure gestion de la fertilité des sols, plus efficace et respectueuse de l'environnement. De 2007 à aujourd'hui, Agra a déployé 3 stratégies. Nous sommes à la 3e stratégie. Et pour simplement dire, à travers ces stratégies, il vise essentiellement à contribuer à la réduction de la pauvreté, qui est vraiment une priorité de l'État malien, mais aussi à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'IPR-IFRA de Katibougou est un cadre idéal pour faire le diagnostic de l'état de nos sols afin que des stratégies appropriées puissent être identifiées dans l'immédiat pour sauver nos productions agricoles. Pour ce faire, d'éminents chercheurs en sciences du sol ont fait des exposés. Selon eux, 65% des terres sont dégradées au Sahel. Dans ce contexte, la santé des sols est l'affaire de tous, ont-ils ajouté. Le thème retenu, dont l'objectif est la contribution à la souveraineté alimentaire du pays et qui passe nécessairement par une gestion intégrée et durable de la fertilité des sols et en cohérence avec la vision des plus hautes autorités, la vision 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable, la période 2024 à 2033, de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition. Les partenaires s'engagent aux côtés de l'État malien dans cette lutte, ce qui a abouti à un communiqué final et des recommandations. Il a été recommandé l'élaboration d'un plan d'action national sur la santé des sols et les engrais, accompagné d'une feuille de route nationale définissant les prochaines étapes des mises en œuvre au Mali. À l'issue de la journée, les 2 membres du gouvernement ont visité les stands installés pour la circonstance. Processus de démobilisation, désarmement et réinsertion des ex-combattants à Kidal. C'est en présence du représentant du gouverneur et des chefs des unités FAMA avec toute la délégation venue pour la circonstance. Reportage Sungalo Doumbia et Moussa Sanotogo. Le processus de démobilisation, désarmement, réinsertion et intégration DDR1 a officiellement démarré en 8e région sous la présidence du directeur de cabinet du gouverneur de Kidal. Cet exercice s'inscrit dans le cadre du retour de la paix dans notre pays. Ce programme va donc contribuer à renforcer déjà le processus de paix, la cohésion sociale et surtout la quiétude. Et c'est un programme qui va aussi permettre aujourd'hui de s'impliquer pour la cause nationale et surtout de servir utilement leur société et le pays tout entier.
Le programme concerne les ex-combattants issus du groupe d'autodéfense Imad et alliés Gatia à Kidal et à Aguelhok. Une étape importante qui va renforcer la stabilité de cette partie de notre pays. Ces combattants qui seront désarmés vont vraiment contribuer à la cause commune qui est une paix durable au Mali. Je suis vraiment ému par tout ce qu'il y a comme engouement autour de ces processus, que ce soit au niveau administratif, au niveau des autorités, au niveau des mouvements, des différents mouvements qui sont sur place à Kidal. Déjà, on voit que les combattants sont mobilisés pour la cause. Les autorités administratives et la Commission nationale ont mis en place un dispositif opérationnel pour la réussite de ce processus du DDR1 à Kidal. Retour à Bamako, dans le cadre des activités de la 6e édition des Journées textiles du Mali FINU, une conférence a été animée sur les thèmes artisan et entrepreneuriat entre savoir et innovation. L'initiative vise à inculquer aux femmes entrepreneurs qui sont les artisanes les techniques de valorisation et d'écoulement des produits. Une conférence suivie par Mariam Koulibaly. Tirant son origine de la contrée Peul du Gimbala, le arkila est un tissu très répandu dans la culture Peul qui jadis était témoin de richesse et de noblesse. Une véritable expression identitaire transmise de génération en génération, dont la confection d'une seule pièce peut prendre jusqu'à 45 jours. Le thème central, l'Arkila, un patrimoine d'identité, c'est une sorte de cri de cœur pour attirer l'attention des uns et des autres sur ce tissu qui s'est fait de plus en plus rare, mais qui est l'un des plus importants chez les Peuls, une communauté importante du Mali, communauté invitée d'honneur, et parler un peu de tout ce qui entoure sa fabrication pour que les uns et les autres s'impliquent afin qu'on retrouve de plus en plus de fabricants de Arkila et que ça ne disparaisse pas. Beaucoup ont entendu parler de Arkila, Kerkila sans savoir ce que c'est réellement. De telles journées peuvent montrer physiquement le produit, d'où il vient, comment il est fait, quel est son avenir dans un contexte que notre pays connaît. Comme annoncé, ces tissus emblématiques confectionnés dans le temps à partir des laines de mouton s'est fait de plus en plus rare dans le sillage des textiles maliens. Toute chose qui nécessite une harmonisation des efforts en vue de valoriser et de protéger ces patrimoines identitaires qu'est le Arkila. On s'est dit si on crée de la valeur autour, peut-être que ça créerait de l'engouement et les métiers seraient ressuscités. Et donc c'est à partir de là qu'on a créé Seyo et on a essayé de transformer le tissu en des sacs, en des tableaux, aussi des chaussures. On a l'idée aussi de faire des blousons et tout le reste. Il y a tellement de richesses que nous sommes en train de perdre si on ne fait pas attention. Et le fait que Mali FINU soit là et qu'on ait aujourd'hui cette thématique Arkila, un patrimoine, une identité, ça a permis de comprendre tout ce qu'il y a comme culture, tout ce qu'il y a comme capacité derrière la fabrication, la signification sociale de ce produit. Tissu à usage multiple, le Arkila est un véritable facteur de communion et de vivre ensemble. Chaque trait, dessin et couleur tapé sur ce tissu a une signification. Il doit à tout prix être conservé au bonheur de l'artisanat textile et de la culture malienne en général. L'Agence nationale pour l'emploi a convié ses administrateurs pour la 51e session ordinaire de son conseil d'administration. Cette session essentiellement budgétaire porte sur l'analyse des activités à mener avec un budget prévisionnel 2026 de 8 milliards 200 millions de francs CFA. Compte rendu Fadema Keita. Les administrateurs présents à cette 51e session ordinaire du conseil de l'Agence nationale pour l'emploi doivent prouver, à travers l'analyse judicieuse des documents soumis à leur appréciation, leur attachement aux missions d'orientation, de supervision et d'approbation de la gestion de l'agence. La session, essentiellement budgétaire, portera sur le procès-verbal de la 50e session, l'état d'exécution, les recommandations formulées lors de la précédente. Mais avant, il est à noter que le taux d'exécution des activités réalisées à la date du 30 septembre 2025 est de 76%.
Nous avons enregistré un certain nombre de performances, notamment en termes d'atteinte de certains indicateurs cibles. Au niveau de l'intermédiation, nous avions fait de placement de 1088 sur l'ensemble du territoire. Sur 3000 demandes enregistrées. Tout ceci rentre bien entendu dans la vision 2063 de son Excellence le Président de la Transition chef de l'État et aussi dans la vision relative à la digitalisation de l'administration. Malgré un budget prévisionnel 2026 de 8 milliards 200 millions de francs CFA, en légère baisse de 8,28% par rapport à celui de 2025, les administrateurs et agents s'engagent à proposer des stratégies afin de consolider les acquis. Au niveau de l'auto-emploi, nous avions au titre donc de l'arrivée à mi-parcours fait 1800 auto-emplois sur 472 PME, TPE accompagnés et pour lesquels nous avons 25 TPE, PME, TPE, petites entreprises et AGR diverses au profit des personnes en situation de handicap. Le projet du PTA 2026 prévoit 229 sous-activités regroupées en 75 activités répondant au plan d'action opérationnel. Du nouveau plan stratégique de développement, le PSD, Vision 2026-2030. Ces sous-activités ambitionnent de générer au moins 4000 emplois et de réaliser 3000 entrées de formation. Il est important de souligner que dans ce projet de PTA 2026, l'accent est mis également sur l'élaboration du dictionnaire opérationnel du métier et emploi. L'intermédiation cœur du métier de l'ANPE est aussi à pied d'œuvre pour la mise en place d'une base de données pour la digitalisation de tous les dispositifs de cette intermédiation. Cérémonie solennelle de prestation de serment ce jeudi par les comptables publics devant la section des comptes de la Cour suprême. Une prestation qui donne quitus à ces commis de l'État pour officier à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Après l'adoption des textes de la réforme des services du Trésor par les plus hautes autorités du Mali, le directeur général du Trésor a élaboré une feuille de route pour l'opérationnalisation des structures du Trésor. Voilà la prestation de serment par les responsables de ces nouveaux agents qui est une étape obligatoire pour l'entrée en fonction conformément aux dispositions du règlement général sur la comptabilité publique. Le président de la Cour suprême, après avoir recueilli leur engagement solennel, a chaleureusement félicité les 4 nouveaux agents comptables publics. Il les a ensuite renvoyés à l'exercice de leurs fonctions, les exhortant à contribuer activement à la transparence et à la bonne gestion des affaires publiques au Mali. Le Trésor public, vous le savez, vient d'enclencher une opération de paiement des mandats en souffrance sur les exercices 2023 et 2024 ainsi que certains dossiers prioritaires de 2025. Une opération de grande envergure voulue par les autorités dans le but d'améliorer la gestion de la dette publique et de soutenir les acteurs économiques. Le montant engagé s'élève à 312 milliards de fonds CFA. L'opération se déroule dans une totale transparence selon le directeur général adjoint du Trésor et de la comptabilité publique, El Hadj Moustapha Doumbia, qui estime que cette opération aura un impact certain sur l'économie nationale. Il l'a dit à Yaya Konaté dans l'invité de la semaine. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. D'abord, c'est un facteur de stabilisation de l'économie. Comme je l'ai dit, l'État en tant qu'acteur économique, tous les autres acteurs économiques sont en interrelation. Donc ce paiement va faire en sorte que tous les secteurs vont avoir en tout cas des ressources pour redémarrer leurs activités, pour investir. Aussi, on peut dire que ce paiement va renforcer la crédibilité des acteurs économiques à l'État. Ça va soutenir aussi le secteur privé. Parce que les grands fournisseurs de l'État, c'est le privé. L'État lui-même ne vend pas à lui-même. Donc, du coup, ça donne un coup de feu à l'économie. Tous les secteurs, la banque, les assurances et tous autres secteurs vont profiter de ce paiement. Qu'en est-il de la transparence de cette opération ? Je peux vous assurer que cette opération, c'est une opération qui est suivie avec beaucoup d'intérêt par tous les acteurs qui sont dans la hiérarchie de paiement. Parce que c'est un programme qui est calé, qui est fait, je peux dire qu'il n'y a pas de nom. C'est les tranches de paiement qui sont identifiées. 1 à 10 millions, 10 millions à 50 millions, 50 millions à 100 millions, 100 millions à 500 millions, 500 millions à 1 milliard et 1 milliard ou plus. Donc les tranches sont prises
sans tenir compte du nom de quelqu'un, on procède au paiement. Donc du coup, il y a une transparence déjà dans le profilage du paiement. L'invité de la semaine à suivre après les informations météo. La deuxième édition du festival à Linguère, c'est dans quelques jours. La promotrice, l'artiste sénégalaise Kumba Gawlo Seck a présenté le programme du festival lors d'une conférence de presse hier. Placée sous le thème « La culture, levier et facteur de développement », cette édition veut faire de Bamako un carrefour panafricain du leadership féminin. Un reportage de Moussa Kamara et Siriki Koulibaly à suivre dans nos prochaines éditions. Les préparatifs de la Biennale artistique et culturelle 2025 se déroulent bien à Badiangara. C'est le constat fait par le gouverneur de région qui a rendu visite à la commission chargée de l'encadrement des jeunes artistes en pleine répétition avant leur départ pour Tombouctou. Agibou Koulibaly. Dans le cours du service de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture de Badiangara, vibrent des percussions et des chants, les gestes précis des danseurs et la rigueur des encadreurs traduisent une ambition, faire de Badiangara l'une des révélations de la Biennale Tombouctou 2025. C'est dans cette dynamique que le gouverneur est venu galvaniser les troupes. Inch'Allah, on va gagner. Donc, après plusieurs mois de répétitions, vraiment des conseils, vraiment, je pense qu'on a toutes les nécessités pour gagner. Une détermination que partage la directrice de la troupe de Badiangara, Keita Kadiatou Mankan Koulibaly, qui ne ménage aucun effort pour maintenir discipline et excellence. Depuis plus de 20 jours, la troupe régionale de Badiangara est dans les préparatifs. Vous venez de voir les quelques numéros qu'on a présentés. Il reste beaucoup de choses à parfaire, mais Badiangara jouant en première position, nous serons prêts, Inch'Allah, pour le grand bonheur de la culture et puis pour la région de Badiangara. Face à ce dispositif bien huilé, le chef de l'exécutif, très attentif aux démonstrations artistiques, a salué l'engagement de l'équipe. Vu le déroulé, en tout cas, des thèmes que j'ai vus, je puisse rassurer que la jeunesse de Badiangara est dans la bonne voie. Elle va continuer à s'entraîner pour pouvoir émerveiller le public au niveau de Tombouctou. Je suis vraiment satisfait de leurs prestations et je suis venu les encourager, leur demander de persister dans l'entraînement parce que c'est le travail qui paye. À quelques jours du départ, l'espoir est palpable et la confiance s'installe. Portés par un encadrement rigoureux et un soutien institutionnel affirmé, les jeunes artistes de Badiangara se préparent à inscrire leur nom dans l'histoire de la Biennale 2025. Et nous recevons Ousmane Dao sur ce plateau pour la page des sports. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Barakissa Ouattara. L'actualité sportive, c'est la CAN Maroc 2025 prévue du 21 décembre au 18 janvier prochain. Le sélectionneur Tom Saint-Fit est avec nous pour publier la liste des aigles retenus pour la compétition. Tout à fait Barakissa Ouattara. Bonsoir coach et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant la publication de cette liste, vous abordez cette CAN 2025 au Maroc. Et les amateurs du football et même au-delà attendent beaucoup des aigles du Mali. Quels sont les objectifs? Oui, je pense que tous les 24 équipes qui sont qualifiées ont le même rêve, la même ambition et c'est être champion d'Afrique. Pour nous, comme Mali, on a beaucoup de qualités. J'ai beaucoup de confiance de mes joueurs, mais aussi de mon staff de fédération et de gouvernement. Et tout ensemble, on doit faire tout pour rester jusqu'à la fin au CAN. Ça ne va pas être facile, mais on va jouer chaque match avec l'ambition de gagner. Et on va voir après que c'est suffisant pour être champion. Mais notre ambition est juste de gagner chaque match et on va voir qu'on peut rester jusqu'à la fin là-bas. À présent, avez-vous la liste des joueurs que vous avez retenus pour cette expédition marocaine? Oui. On a invité 28 joueurs. Il y a 3 gardiens. Djigui Diarra du Young Africans Tanzanie, Ismaël Diawara du Sirius en Suède et Mamadou Samafin du Stade de Laval en France. Ce sont les 3 gardiens. On a 9 défenseurs sélectionnés. Il y a Sikou Niakate du Braga du Portugal, Abdoulaye Diaby du Grasshoppers Zurich en Suisse, Woyo Koulibaly du Sassuolo en Italie, Fodé Doucouré du Le Havre en France, Hamari Traoré du Paris FC en France,
Nathan Gassama du Baltika Kaliningrad en Russie, Mamadou Fofana de New England Revolution en États-Unis, Ousmane Camara du Angers qui joue en France, Amadou Dante de Arauca FC en Portugal. Ce sont les 9 défenseurs. On a invité 8 joueurs pour le milieu de terrain. Amadou Haidara du Red Bull Leipzig, Lassana Koulibaly du Lecce en Italie, Mohamed Kamara du Al-Sadd de Qatar, Mamadou Sangaré du Lens en France, Aliou Dieng de Al-Ahly en Égypte, Yves Bissouma du Tottenham de Angleterre, Mahamadou Doumbia du Al-Ittihad en Saoudi et Ibrahima Sissoko du Bochum en Allemagne. Ce sont les 8 joueurs pour milieu de terrain et enfin on a 8 attaquants. Il y a Dorgeles Nene du Fenerbahçe en Turquie, Gausso Diarra du Feyenoord en Pays-Bas, Mamadou Kamara du Stade Laval en France, Kamori Doumbia du Stade Brestois en France, El Bilal Touré du Beşiktaş en Turquie, Mamadou Doumbia du Watford en Angleterre, Lassine Sinayoko du Auxerre en France et le dernier nom c'est Gausso Diakate du Lausanne Sport en Suisse. Voilà, vous venez de découvrir ces 28 joueurs sélectionnés par Tom Saint-Fit pour défendre les couleurs du Mali à la prochaine CAN. Coach, nous venons d'avoir la connaissance de cette liste. Est-ce que tous ces joueurs sont disponibles et en pleine possession de leurs moyens? Oui, on a suivi chaque joueur, on a parlé avec tout, on a discuté avec les staffs et tous les joueurs sont disponibles. On connaît la situation d'Yves Bissouma, mais on est proche avec le staff médical du Tottenham et on est sûr que chaque joueur peut jouer au CAN. Et on est très content avec cette sélection. Je pense que c'est une sélection avec des types de qualités différents parce que chaque match demande des autres qualités et on va être prêt pour un bon CAN. Merci, on vous souhaite bonne chance pour cette CAN, la 14e du Mali, et bon vent aux Aigles du Mali. Merci beaucoup. Cette journée de jeudi a été une journée des Aigles sur le plan footballistique, puisque ce matin, on a eu la présentation du maillot que les Aigles vont arborer pour cette Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025, et ce maillot exprime l'identité culturelle du Mali. Présentation avec Fotiki Tunkara. Fin de suspense ce jeudi pour la découverte du nouveau maillot des Aigles du Mali pour la CAN 2025 au Maroc. La nouvelle tunique solennellement dévoilée ce jeudi devant la presse est officiellement présentée au grand public. Au-delà de toute esthétique marketing pour son orientation commerciale, le designer graphique de ces maillots est une véritable révolution culturelle. Ce nouveau maillot est né d'un travail collectif inspiré par nos racines et nos valeurs du Mali. Chaque motif qui le compose est un héritage de nos traditions. Chaque couleur est celle de notre drapeau, rappelant au monde entier qui nous sommes. Et au centre, l'aigle, notre emblème éternel, plane avec force et détermination. En cette année de la culture au Mali, la conception artistique répond ainsi à un idéal culturel. Mieux qu'une tenue de sport, ces maillots reflètent d'une identité nationale, symbolisent toute une idéologie républicaine. À travers son design, MK Production a su traduire l'âme du Mali, la fierté de l'aigle, la force de notre jeunesse et l'unité de tout un peuple derrière son équipe nationale. Seulement 24 heures après sa sortie officielle, ce nouveau maillot des Aigles sera mis en vente ce vendredi au prix unique de 32 000 francs CFA l'unité, selon la commission marketing de la FEMAFOOT, qui donne davantage de précisions sur le maillot. On va jouer avec ces deux maillots à la CAN, et le vert, qui sera un maillot extérieur, le blanc, le maillot domicile. Il y a le maillot first aussi, comme on dit, le troisième maillot qui est le maillot noir, qui ne sera disponible qu'en boutique. Donc nous avons aussi des sous-vêtements de sortie, des sous-vêtements d'entraînement, du staff et puis des joueurs. La convergence de vues à propos du maillot et la parfaite harmonie dans la collaboration des deux partenaires FEMAFOOT et MK Production sont salués à juste titre par la tutelle. Au nom des autorités de ce pays, au nom de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, qui ne ménage aucun effort pour l'essor du sport de façon générale et du football en particulier, et singulièrement les Aigles,
pour que ces aigles s'envolent plus haut dans les ciels marocains pour capable se poser sur le toit de l'Afrique. Remercier la Fédération malienne de football pour toutes ces organisations techniques sur le terrain, pour tous les efforts, et vos partenaires Orange Mali et Ernest pour tous les efforts pour accompagner ce football-là. À tout seigneur, tout honneur, des maillots sont ainsi remis à titre symbolique au directeur national des sports par la FEMAFOOT pour son ministre de tutelle et le supporter numéro 1 des Aigles du Mali. Merci bien. Maintenant, chacun son maillot pour soutenir les Aigles dans cette Coupe d'Afrique Maroc 2025. Et la suite, ce sera sur ORTM. Et bien entendu, Baraki Sawatara, à vous pour la suite de ce journal. Merci bien, Ousmane Dao. Page noire de cette édition. Dans une atmosphère chargée de recueillement, la nation s'est inclinée devant la mémoire du colonel-major à la retraite Mamadou Traoré, ancien directeur général de la protection civile. Pilier de la protection civile et serviteur infatigable de l'État, celui que l'on appelait affectueusement Mérin a déposé les armes ce mardi 9 décembre à l'âge de 72 ans. Militaire chevronné, formé au Mali comme à l'international, il aura consacré sa vie à protéger et sauver des vies. Son rappel à Dieu laisse un vide immense dans les rangs de l'institution et au sein de sa communauté. Boukari Koulibaly et Sidiki Balo. École nationale de la protection civile, ce jeudi matin, un silence lourd enveloppe la cour. L'ambiance est glaciale, empreinte d'émotion. La nation s'incline devant la mémoire d'un de ses fils les plus dévoués, le colonel-major Mamadou Traoré, ancien directeur général de la protection civile, s'en est allé. Arraché à l'affection des siens ce mardi 9 décembre, il laisse derrière lui un vide immense. Né le 12 mars 1953 à Markala, Mamadou Traoré a très tôt fait le choix de servir la nation. Après son baccalauréat en 1972, il rejoint la gendarmerie nationale l'année suivante, puis intègre la 8e promotion de l'école militaire interarmes. Avide d'apprentissage, passionné par la rigueur militaire, il accumule les compétences, diplôme d'état-major de Koulikoro, certificat de gestion des centres d'opération, cours supérieur de gendarmerie de Mélan en France, formation en gestion intégrée d'urgence au Royaume-Uni et certification des Nations Unies sur la coordination en cas de crise majeure. Une trajectoire impressionnante, digne de celui que ses proches surnommaient affectueusement le sofa de Markala. Soldat d'exception, il gravira un à un les échelons jusqu'à la tête de la protection civile avant de faire valoir ses droits à la retraite en 2022. De 1984 à 1988, instructeur à l'EMIA de Koulikoro. 1995-1996, chef de détachement à la mission d'observation de l'OIA au Burundi. De 1996 à 2000, commandant de groupement de gendarmerie de la région de Mopti. De 2000 à 2001, commandant en chef de gendarmerie territoriale du Mali. Et enfin, de novembre 2001 à mai 2022, directeur général de la protection civile. Un parcours aussi riche ne pouvait que laisser une empreinte durable. Mérite militaire, médaille d'honneur de la protection civile, chevalier de l'ordre national, officier de l'ordre international de la protection civile, autant de distinctions qui témoignent de la valeur de l'homme et de son engagement sans faille. Il nous a rendu visite le mardi et il a quitté ce bas monde le mardi. Juste une semaine jour pour jour qu'il était encore à la protection civile pour nous donner des orientations, des conseils pratiques pour la bonne marche du service. Nous retournons de cet homme la grandeur, mais aussi la sagesse. Mais au-delà du soldat, c'est l'homme que l'on pleure aujourd'hui. Un ami fidèle, un camarade disponible, un frère généreux et pieux. Les témoignages se succèdent, les anecdotes jaillissent. Tous décrivent un homme humble, droit, toujours au service des autres. Pour les plus proches, Mérin restera ce compagnon de route au sourire discret, à la sagesse rassurante. Pendant notre service, jusqu'à notre retraite, il a toujours été là. Il était là auprès de tout le monde, de toute la promotion, de toutes nos familles. C'est une grande perte pour nous, pour l'ensemble des forces armées de défense, mais particulièrement pour la 8e promotion. Bon, tonton était un homme exemplaire, un homme droit qui a passé toute sa vie à nous inculquer une éducation exemplaire, vraiment. Donc son départ laisse derrière lui vraiment un vide indescriptible. Très attaché à sa terre natale, Mamadou Traoré avait exprimé le souhait d'y reposer pour l'éternité. Il sera inhumé ce vendredi 12 décembre à Markala,
Après la prière de la mi-journée, le colonel-major laisse derrière lui une famille inconsolable, des frères d'armes orphelins et une nation profondément meurtrie. Que son âme repose en paix, et c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.